Latte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire d'Albert Pell, qui a sévi à la fin du 19e siècle en région parisienne. Et que depuis on a appelé le grand frère de Landru pour sa capacité à faire disparaître les cadavres des femmes dans le fourneau de sa cuisine. Une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec le professeur Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Et il a travaillé sur le cas d'Albert Pell. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Vous connaissez Montreuil ? Aujourd'hui, c'est une ville de 100 000 habitants collée à Paris, à l'est. Mais au temps de mon histoire, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, les années 1880, c'est disons un gros bourg. Pas tout à fait un village, n'exagérons pas, mais une petite ville qui ne fait jamais parler d'elle, ou si peu. Le 22 juin 1884, un certain Albert Pell s'installe au 9 rue de l'Église, à Montreuil. Il est horloger, il vient de racheter une boutique pas très loin. Et il emménage avec une femme, qu'il présente comme sa femme. Ce que d'entrée les gens de l'immeuble ont un peu de mal à croire. C'est pas sa femme, parce qu'elle n'a pas le même nom que lui. Élise Baumer, qu'elle s'appelle. Et lui, Albert Pell. Faut pas qu'il nous raconte des salades, l'horloger, là. C'est pas sa femme. Et de ce qu'on m'a dit, c'est une de ses anciennes employées d'une boutique qu'il avait à Paris, avenue Kléber. Donc, c'est pas sa femme. Quelle importance, en vérité, que ce soit sa femme ou pas sa femme. S'ils l'aiment, c'est pas leur problème à toute cette bande de commères. En revanche, ils ne sont pas très causants, ces nouveaux voisins. Ça, c'est vrai. Lui, Albert Pell, austère, bourru, avec ses costumes de croque-mort et sa tronche tout allongée comme ça. Un type un peu saumâtre, vous voyez ? Et elle, c'est pas mieux, hein. La Élise, là, pas très sociable non plus. La voilette de son chapeau toujours rabattie sur le visage. C'est simple, dans l'immeuble on ne la voit que quand elle va vider ses eaux sales dans la cour. 10 jours après leur arrivée au 9 rue de l'Église, Madame Chenel, une voisine qui est lingère, croise Élise Baumer sur le palier. Toute pâle, au bord de tomber. « Mais qu'avez-vous donc, Mme Élise ?»« Oh, je souffre tellement, si vous saviez. Moi, je m'en vais vous conduire à votre lit. J'ai soif. Bougez pas, j'ai de l'eau de Vichy chez moi. Je vous la porte. » Élise avale toute la bouteille. « Oh, merci, madame, ça... Oh, ça fait du bien. Je sais pas ce que j'ai, mon estomac me brûle. Ça fait 1 semaine que je suis comme ça. Vous devriez faire venir un docteur. C'est qu'Albert ne veut pas. Oh, pourtant malade comme vous êtes. Il veut pas. Déjà, s'il savait que vous êtes rentré chez nous... Ouais, je reviendrai quand même, hein, prendre de vos nouvelles. D'accord, c'est très gentil de votre part, mais seulement quand il n'est pas là. Hein. Je vous en prie. Elle a l'air terrifiée, cette Élise. Et à partir de là, dans l'immeuble, ça se met à tailler des croupières à l'horloger. La concierge en tête, évidemment. Madame Weinsbach. Oh, mais tout ce que vous me dites, c'est un monstre, cet homme. Je vais lui parler, moi. Le soir même, elle guette le retour d'Albert Pell. Et quand il entre, coiffé de son chapeau melon, elle sort de sa loge. Le bonsoir, monsieur Pell. Il paraît que votre femme est souffrante. Oh, quelques petits malaises. Rien de grave. Vous pensez pas qu'il faudrait aller chercher un docteur ? Je suis allé en voir un. Il n'a pas voulu se déplacer. Vous savez ce que c'est, hein ? Ah, mais moi j'en connais un qui se déplace. Je m'en vais vous l'indiquer. C'est pas la peine, madame Weinsbach, c'est pas la peine. Bien le bonsoir. Et Albert Pell plante là la pipelette. Et il rentre chez lui. Le lendemain, Madame Chenel, la voisine lingère, comme elle l'a promis,
vient voir la malade en cachette. Oh, Madame Chenel, c'est bien gentil de venir me voir. Je suis pas bien du tout. Bougez pas, je m'en vais chercher un docteur. Mais son docteur n'est pas disponible, il est en plein accouchement. Le lendemain, une autre voisine, Madame Devin, croise Élise alors qu'elle vient jeter ses ordures dans la cour. Alors, comment vous sentez-vous? Oh, je vais mal, j'ai des nausées et toujours mon ventre qui me brûle. Il vous faut aller voir un docteur. Mais Albert ne veut pas, madame, il ne veut pas. Et Élise remonte chez elle. Et c'est la dernière fois que l'on voit Élise Baumer dans l'immeuble. Le lendemain, dimanche, le couple ne sort pas de chez lui. Et le lundi, c'est le 14 juillet. Albert Pell apposte sur sa boutique un petit panneau. Fermé pour cause de fête nationale. Et on ne le voit pas de la journée. Et le jour d'après, alors qu'il part travailler, la concierge l'alpague devant sa loge. Bien le bonjour, monsieur Pell. Alors, comment va madame Pell? Elle va mieux? Oui, elle va mieux. Elle est partie chez des amis pour se reposer. Partie chez des amis? Mais enfin, la concierge qui a les yeux partout et les oreilles ailleurs n'a pas vu de fiacre s'arrêter pour venir la chercher. Et si la dame était partie à pied, elle l'aurait vu. Elle voit tout, madame Van Spaak. Tout. C'est pour ça qu'on la paye, d'ailleurs. Et elle ne se force pas beaucoup. Et à partir de là, dans l'immeuble, ça se met à jaspiner. La voisine, madame Chenel, en tête. Oh, quand même, moi qui me suis inquiété d'elle. Elle aurait pu me dire au revoir, hein? Je l'ai vue samedi, elle avait l'air si malade. Je me demande même comment elle a pu se lever et partir en voyage. Mais c'est dans la soirée que ça se gâte, quand une odeur épouvantable se répand dans la cour. Monsieur Klein et sa femme qui habitent au rez-de-chaussée doivent fermer la fenêtre malgré la chaleur. Et le lendemain, c'est pire. La concierge va vérifier les poubelles. Oh, je comprends pas. Y a pas de la crevée. D'où ça vient, cette odeur? Et ça dure comme ça pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, le nez tendu, la concierge identifie la source de l'odeur. Une petite fenêtre de l'appartement de monsieur Pell. Alors elle monte l'escalier, elle va sur le palier. L'odeur vient de là aussi. Cela dit, elle sait que monsieur Pell se livre à des expériences de chimie. Il en a parlé avec un voisin, c'est peut-être ça. Une mixture qui a mal tourné. Alors elle frappe à la porte. « Monsieur Pell! Monsieur Pell !» L'autre entrouvre la porte. Il a la tête des mauvais jours. « Qu'est-ce que c'est? » C'est-à-dire, monsieur Pell, c'est à cause des odeurs qui s'échappent de votre fenestron, là, dans la cour. Les gens se plaignent, vous comprenez? Eh bien, je fermerai la fenêtre, voilà tout. Et comment va madame Pell? Elle est bien malade. Bonsoir. Et il lui claque la porte au nez. Dans la soirée, à travers la fenêtre désormais fermée, les voisins voient l'ombre d'Albert Pell s'agiter autour de son fourneau, comme un diable penché sur les chaudrons de l'enfer. Et par la cheminée, tout là-haut, ils voient une grosse fumée sortir, en plein mois de juillet. La concierge, madame Van Spaak, est bien sûr aux premières loges. Oh, regardez-moi ça! Mais qu'est-ce qui manigance encore celui-là? C'est pas bien normal de chauffer à rouge en plein été. Il va faire éclater la cheminée, l'animal. À un moment, Pell se rapproche de la fenêtre. Il s'aperçoit que tout l'immeuble le regarde. Alors il tente un grand drap noir en travers. Rideau. Le lendemain, une nouvelle odeur vient remplacer la précédente. La concierge renifle. Elle la connaît, cette odeur. C'est de l'eau de Javel. Il est en train de nettoyer. Mais nettoyer quoi? Pour être honnête, madame Van Spaak a la même idée que vous, enfin, je suppose. Elle se dit que peut-être... Oh non. Non, ça serait inconcevable. À 9h, Albert Pell sort de chez lui.
Les locataires attendent qu'il tourne le coin de la rue et ils organisent une sorte de réunion. Mais comment peut-on s'introduire chez elle? On n'a pas la clé. Et si on prenait une échelle, hein? On regarderait par son vasistas, celui qui donne sur la cour. Mme Chenel, vous qui êtes si jeune et légère. La lingère grimpe à l'échelle, elle colle son regard à la vitre. D'après ce que je vois, c'est tout propre. Hein? Mais le lit n'est pas fait. Et le fourneau, vous le voyez? Il est éteint. Mais il y a un gros tas de cendres devant. Un énorme tas de cendres. Comme s'il avait brûlé quelque chose. Oui, c'est ça. Quelque chose ou quelqu'un. Les habitants du 9 rue de l'Église sont désormais tous convaincus qu'il a tué sa femme, enfin sa compagne, et qu'il l'a réduite en cendres dans son fourneau. On devrait aller voir la police. Moi, je dis qu'il faudrait qu'on soit sûr. Hein? Si c'est des expériences de chimie qu'il fait, on aurait l'air marin. Oui, t'as raison. Et puis, imagine qu'elle réapparaisse là. Maintenant, on aurait l'air de quoi? Eh oui, pour accuser quelqu'un de meurtre, il faut des preuves. Le lendemain, la concierge demande une fois de plus à Albert Pell. « Et votre femme, monsieur Pell? Comment qu'elle va ?» Et elle s'entend répondre. « Elle est morte. Bien bonsoir. » Et il monte l'escalier sans ajouter un mot. Si elle est morte, ça change tout. La concierge se précipite au bureau de police. Et elle raconte tout au commissaire dans le désordre. La femme disparue, l'odeur bizarre, la javel, le feu d'enfer, le tas de cendres. Moi, je pense qu'il l'a tuée brûlée, monsieur le commissaire. Mais le commissaire, lui, pense qu'elle se monte le bourrichon. Écoutez, madame, je n'y crois pas vraiment, hein, à votre histoire. Je pense que vous vous faites des idées. Mais puisque vous insistez, allons sur place. Et sur place, tout l'immeuble lui raconte la même histoire. Bon, allez donc me chercher un serrurier. À l'époque, pas besoin du mandat d'un juge, et pas besoin non plus que l'intéressé soit présent pour que l'on fouille son appartement. Le serrurier arrive, il ouvre la porte, le commissaire entre avec 2 de ses agents qui viennent d'arriver. C'est un petit logement de commerçant avec un salon, 2 chambres, l'eau dans la cour et les toilettes sur le palier. Monsieur le commissaire, voyez donc ce que j'ai trouvé. Une scie avec la lame pleine de graisse et du sang séché. Et dans le poêle de la cuisine, le tiroir est plein de cendres à ras-bord. Bon, saisissez-moi ça, saisissez-le. Et maintenant, il pourrait très bien aller arrêter Albert Pell à son magasin. Mais le commissaire choisit la méthode douce. Il laisse les 2 agents sur place avec ordre de l'interpeller quand il rentrera du travail. Ce qu'ils font quelques heures plus tard. Et voilà l'horloger remonter comme une pendule dans le bureau du commissaire. « Monsieur le commissaire, je proteste. On m'a arrêté devant mon immeuble et devant mes voisins. Je suis un honnête commerçant. » Nous allons voir ça, monsieur. Nous allons voir ça. J'ai juste quelques questions à vous poser. Asseyez-vous. Je vous en prie. Des questions? Mais à quel propos? À propos de votre femme, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire où elle est? D'abord, c'est pas ma femme, c'est ma compagne. Hein? Et ensuite, où elle est, j'en sais rien. Elle m'a quitté. Alors, pourquoi avoir dit hier, madame Weinsbach, la gardienne de votre immeuble, qu'elle était morte? Pour qu'elle me laisse tranquille. Hein? Cette concierge se mêle un peu trop de mes affaires. Et puis, monsieur le commissaire, c'est toujours gênant d'avouer qu'on a été quitté par une femme. Admettons. Alors expliquez-moi ce qui s'est passé. Élise était très malade.
Hein? Je pense qu'elle avait un cancer. Je suis un peu médecin, j'étudie la médecine en tout cas. C'est pour cela que vous avez refusé qu'elle voie le docteur. À quoi bon dépenser de l'argent, hein, quand on a quelqu'un qui fait aussi bien l'affaire à la maison? Continuez, monsieur Pell. Donc elle se sentait mieux, et elle m'a dit qu'elle voulait aller se reposer chez une amie. Et je suis descendu avec elle, j'ai été lui chercher un fiacre, et elle est montée dedans, et voilà quoi. Vous n'y avez pas demandé où elle allait? Ben non. Je suis un gentleman, voyez-vous. Hein? Je savais qu'elle voulait me quitter, et puis elle me devait 37 francs. J'ai pas voulu manquer d'élégance. Pour quelqu'un qui n'a pas senti l'odeur de charogne, et qui n'a pas vu brûler le four à rouge, ça peut se tenir. Mais le commissaire ne se fait pas embrouiller le cerveau. Bien, monsieur Pell, je vous arrête pour meurtre. Messieurs, conduisez monsieur Pell en prison. C'est un scandale, enfin, c'est une erreur judiciaire, je me plaindrai. Sauf que maintenant, il faut des preuves. Un couteau taché de sang et un tiroir de sang ne suffisent pas. Ni les témoignages des voisins qui ont senti l'odeur et qui ont vu la cheminée fumer. Il faut du concret. Le mari a dit que sa femme voulait le quitter et qu'il était allé chercher un fiacre. Alors les policiers trouvent un fiacre, un seul, le 88-85, qui a chargé une femme, ce soir-là, à Montreuil. Mais il décrit la femme et ça n'est pas Élise Baumer. Les policiers rencontrent ensuite une des amies d'Élise Baumer, Madame Mariette. Je voudrais vous montrer une lettre, monsieur le commissaire. Une lettre que j'ai reçue dès le début juillet. Où que je l'ai mise? Ah, la voilà. J'irai chez vous lundi car j'aurai des choses à vous dire. Hélas, je ne peux pas vous écrire tous mes ennuis car il y aurait trop à vous conter. Je n'ai personne que vous pour me consoler de mes malheurs sans fin. Ne m'écrivez pas avant que je vous ai vu. Et elle est venue? Ah ben non. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose? Je le pense, oui. En effet. Il est temps de remettre Albert Pell sur le grill. Bien, monsieur Pell, parlons de cette odeur dont les voisins se sont plaints au moment de la disparition de votre femme. Expliquez-moi. Enfin, c'est pas ma femme, je vous l'ai dit, c'est ma compagne. Entendu, monsieur Pell, entendu. Alors? Eh ben, Élise était très malade, hein. Alors j'ai désinfecté, monsieur le commissaire, voilà tout. Les odeurs venaient de là. Elles venaient de mon souci d'hygiène, il n'y a rien d'autre. J'ai d'abord brûlé les draps, et puis les vêtements, ce qui sentaient très mauvais, et puis j'ai tout passé au chlore. Monsieur Pell, chez vous on a retrouvé une scie pleine de sang. Vous avez une explication? Oh, c'est une vieille scie. Elle me servait à découper la viande de cheval, d'âne et de mulet que je donnais aux employés de mon ancien commerce. C'est moins cher, hein, c'est pour ça. Il a réponse à tout, le diable. La police fait paraître un avis dans la presse pour tenter de retrouver Élise Baumer. Ça ne donne rien. En revanche, les policiers apprennent que ce diable d'Albert Pell a vendu les bijoux d'Élise Baumer et une partie de ses habits, et qu'il a gardé l'argent pour lui. Mais il y a beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux. Les policiers découvrent que dans l'entourage de ce monsieur Pell, les femmes tombent comme à gravelotte, à commencer par sa propre mère. En 1872, elle est prise de violents maux de ventre. C'est pas la peine de faire venir le docteur, Albert. J'irai mieux demain. Hein. Voilà tout. Et le lendemain, elle est raide morte. Et un de ses amis raconte: le corps de sa mère était encore tiède. Il s'est mis à retourner toute la maison. Il a même décollé les lattes du parquet. Il n'a rien trouvé, ni argent, ni bijoux, ni rien. Et moi, je l'ai entendu pester, hein. J'y comprends rien, j'ai tout retourné, et elle a dû mettre ses valeurs quelque part. Nom de Dieu, Jésus-Marie-Joseph. Il aurait donc déjà tué sa mère? Et sa première maîtresse aussi. Et soudain tombée malade. Eugénie Maillère qu'elle s'appelait. Couturière à l'Odéon, 10 ans de plus que lui.
Et puis il y a eu sa première femme, Eugénie Buffreau, épousée en 1880. Jolie dot et quelques biens. 2 mois après son mariage, elle est prise de maux de ventre, ça dure 12 jours, et elle meurt. Et lui ne prévient pas la famille. Il n'organise pas non plus de veillée funèbre. Et au voisin qui s'en étonne, à l'époque il répond « Inutile, hein? Elle se sauvera pas. » Il a de l'esprit, ce monsieur Pell. Et lorsque sa belle-mère lui réclame la dot, estimant qu'un mariage aussi court ne devait pas profiter au mari, « Vous pouvez vous brosser, hein? Vous n'aurez rien, mais pas une épingle. » Élégant, très élégant, monsieur Pell. 9 mois plus tard, il se remarie avec une certaine Angèle dotée de 5000 francs. Et comme la belle-mère a encore plus d'argent, il la persuade de venir habiter chez eux. La suite, vous l'imaginez, n'est-ce pas? Les 2 femmes, la mère et la fille, tombent malades. Des maux de ventre épouvantables. La belle-mère décide de déménager et ça va tout de suite mieux. Du coup, elle incite sa fille à se séparer de son mari. Les 2 femmes sont sauvées de justesse. Et c'est à ce moment-là qu'Albert séduit Élise Baumer et emménage à Montreuil. Il a un sacré palmarès, hein, le coco. À part ça, les policiers apprennent aussi qu'il a été interné chez les fous, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, parce qu'il arborait des décorations qu'il n'avait pas gagnées, et qu'il prétendait être diplômé en mathématiques et en médecine, et que c'était faux. Pourquoi chez les fous plutôt qu'en prison, ça? Mystère. Le juge d'instruction, maintenant chargé de l'enquête sur la disparition d'Élise Baumer, ordonne d'exhumer le corps de la première femme de Pell, Eugénie Buffreau, et de le confier à 2 docteurs. « Monsieur le juge, nous avons fait des prélèvements, tant sur le cadavre que sur la terre autour du cercueil, et réalisé ensuite des analyses. Eh bien, figurez-vous que nous avons trouvé de l'arsenic. Sur le corps, il y en a dans l'abdomen, dans le foie et dans le rein, et il y en a aussi tout autour du cercueil. Elle a été empoisonnée, votre madame Buffreau. » Mais rassurez-vous, Albert Pell a une explication. « De l'arsenic? Mais c'est parce que prenait de la liqueur de Fowler. Chacun sait que c'est un médicament qui contient de l'arsenic. » Peut-être, monsieur Pell. En attendant, vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre, au pluriel, celui de votre première femme, Eugénie Buffreau, et celui bien sûr de la dernière, qui n'était pas sa femme, Élise Baumer. Le procès d'Albert Pell s'ouvre aux assises de Paris le 11 juin 1885. C'est une belle affaire d'empoisonnement, elle passionne les journaux depuis le début, et donc elle attire les foules au palais de justice de Paris. Aucun ténor du barreau n'a accepté de défendre Albert Pell. C'est dire si tout le monde pense qu'il est cuit d'avance. Hein. Du coup, c'est un avocat commis d'office, maître Joly, qui s'y colle. Sur une table, au milieu de la salle d'audience, trônent les pièces à conviction. Des échantillons de terre prélevés sur la tombe d'Eugénie Buffreau, la première femme d'Albert, la fameuse scie avec laquelle il aurait découpé Élise Baumer, et enfin le fourneau dans lequel il aurait brûlé son corps. Et comme d'habitude, Albert a réponse à tout. « Votre compagne a disparu, monsieur Pell. »« Ah, une femme qui disparaît, ça se voit tous les jours, non ?» La foule frémit et manque d'applaudir. Il fait aussi son cinéma quand arrivent les experts. Voilà donc comment nous avons procédé. Nous nous sommes procuré un fourneau du même modèle que celui de l'accusé. Et ensuite, nous nous sommes procuré un cadavre du même poids que Madame Baumer, c'est-à-dire 60 kilos. Nous avons mis le cadavre à brûler et en 40 heures, il a été complètement réduit en cendres. Et de là, nous concluons que M. Pell a de toute évidence pu brûler le corps de sa femme. De sa compagne, monsieur l'expert. De sa compagne. C'est pas ma femme. De sa compagne, si vous préférez.
Dans son fourneau. Albert Pell va-t-il trouver réponse à cela aussi? Ah bah oui, bien sûr. Si j'ai, comme vous le dites, empoisonné et brûlé Élise, dans mon poêle, comment se fait-il que vous n'ayez pas trouvé d'arsenic dans le sang? Quand nous avons été missionnés en tant qu'experts, il s'était écoulé 3 mois. Et en 3 mois, l'arsenic a très bien pu disparaître des cendres. Le juge lui parla ensuite de sa passion pour la chimie. Vous avez dit à l'un de vos amis, et j'ai là le procès-verbal de son interrogatoire, que vous faisiez des recherches sur des poisons indétectables par la science. Est-ce exact, monsieur Pell? Oui, et alors? Je suis un homme de science. Je veux faire avancer la recherche. On a trouvé chez vous, monsieur Pell, un grand nombre de matières toxiques. Ah bah oui, normal. J'utilise du cyanure de potassium pour nettoyer les dorures de mes montres. Ça ne fait pas de tous les horlogers des assassins. Décidément, il a toujours réponse à tout. On fait témoigner son ex-femme, Angèle, la survivante, qui étrangement le soutient. Je ne puis oublier que je suis sa femme. Et je n'ai pas assez de preuves pour l'accuser. Puis vient le réquisitoire de l'avocat général. Assez brillant. Non, Albert Pell n'est pas jugé sur des présomptions vagues. Je refuse d'entendre que ce verdict reposerait sur des impressions. Si votre maîtresse, monsieur Pell, Eugénie Meyer, était toujours en vie, elle serait venue témoigner, n'est-ce pas? Puisque votre procès a fait la une de tous les journaux. Or, elle n'est pas là, Pas plus qu'Élise Bomer. Sans surprise, il réclame la peine de mort. Maître Joly, l'avocat de la défense, qui est commis d'office et qui n'a aucune expérience, tente de démontrer l'absence de preuves. Il est mauvais et ça se voit. Le jury se retire. Il décide d'acquitter Albert Pell du meurtre de sa première femme Eugénie. Ce qui est étrange parce que, pour le coup, il y a des preuves. L'arsenic. En revanche, il condamne Albert Pell à la peine de mort pour le meurtre d'Élise Bomer. Ah bien écoutez, j'accepte, J'accepte avec résignation le sort qui m'incombe. Mais souvenez-vous, messieurs, que vous condamnez un innocent. Fin de l'histoire. Enfin, pas tout à fait. Parce que Albert Pell se pourvoit en cassation. Et le jugement est cassé, figurez-vous, pour vice de forme. Un juré qui n'avait pas les garanties de moralité requises. Et donc Pell est rejugé à Meaux le 14 août 1885. Et là, il échappe à la guillotine. Le jury vous condamne, monsieur Albert Pell, aux travaux forcés à perpétuité. On l'envoie au bagne de Bourail, en Nouvelle-Calédonie. Il y reste presque 40 ans. Il y meurt en 1924, à l'âge de 74 ans, devenant ainsi le plus vieux bagnard de l'histoire de France. Et pour débriefer cette histoire, voici Frédéric Chauveau. Vous êtes professeur, monsieur Chauveau, d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers, très spécialisé dans le fonctionnement de la justice, justement dans ces années-là. Il se trouve que d'ailleurs, vous avez travaillé sur le cas d'Albert Pell. Il est étonnant quand même, ce premier verdict, on écarte le verdict d'appel, qui condamne donc Pell pour le meurtre d'Élise Bomer et pas pour celui de sa première femme Eugénie, alors que précisément c'est dans l'affaire de la première femme Eugénie qu'on a le plus de preuves puisqu'on a l'arsenic. Vous le comprenez, vous, ce verdict ? Oui, c'est-à-dire que quand on relit certaines pièces du dossier telles qu'elles ont été transcrites par la presse, Pell, comme vous l'avez rappelé fort judicieusement, a réponse un petit peu à tout. Oui. Et à l'époque, on fait appel notamment au docteur Paul Brouardel, qui est considéré comme l'expert judiciaire le plus impressionnant que la France puisse compter. C'est un petit peu, si vous voulez, le ministre officieux de la santé, parce qu'il n'y en a pas à cette époque-là. Et
Bourdelle avait la réputation d'être capable de parler à peu près avec n'importe qui dans une langue compréhensible. Et là, il se fait en réalité moucher par Pell. Parce que, à propos de l'arsenic, Pell lui dit « Ma femme avait la langue rouge et sèche, comme un copeau. Vous vous trompez, elle avait la langue blanche. » Et donc, ces joutes oratoires font que, finalement, le jury est assez convaincu par le propos de Pell. Alors, en même temps, dans cette histoire, il y a quand même quelque chose qui est assez rassurant pour la justice de l'époque. Elle n'est pas expéditive. Elle prend son temps, et on se dit qu'elle aurait pu dire il en a tué une, il en a tué deux. Non, elle fait le distinguo. C'est une justice assez honorable, en fait. Non, tout à fait, là, parce que elle mène véritablement une enquête, si je peux dire, au long cours, parce que même si la presse à l'époque commence déjà à lui donner un surnom, ça serait le Barbe Bleue de Montreuil, l'enquête judiciaire montre qu'il y a éventuellement 7 possibilités d'empoisonnement. Et donc, la justice va saisir l'ensemble des éléments qui sont à sa disposition dans le cadre de la perquisition, parce que on trouve aussi, par exemple, un manuel qui était dû à Galtier, qui avait fait un traité de toxicologie qui faisait référence depuis le milieu du 19e siècle. L'ensemble des éléments sont saisis, mais comme vous l'avez rappelé justement, il n'y a pas de preuves matérielles. Alors moi j'ai été assez impressionné dans ce procès par le travail des experts qui donc achètent un fourneau équivalent, qui y font cuire un cadavre du même poids pour démontrer que c'est possible. Là aussi, on met les moyens. Oui, tout à fait. Là, il y a une expérimentation, mais Bourdelle, dans d'autres affaires, avait fait actionner, par exemple, une guillotine pour sectionner le cou d'un chien pour voir pendant combien de temps, éventuellement, ses membres pouvaient donc s'agiter. Mais comme c'est Bourdelle qui est à la manœuvre pour cette expérimentation, il faut savoir aussi que un peu plus tard, quand ce sera donc l'affaire Landru, c'est le docteur Paul qui prendra la relève de Bourdelle, et à ce moment-là, il va aussi s'inspirer de l'expérimentation de son prédécesseur. C'est-à-dire que dans Landru aussi, on prend un cadavre et on le met dans le fourneau. On essaye de regarder quelle est la durée de combustion d'un corps, parce que là, le cadavre, comme vous l'avez dit, c'est 60 kilos, donc c'est 120 livres de l'époque. On essaye de regarder ce que ça peut donner. Donc là, on a une vraie justice expérimentale, si je puis dire. Alors, moi, ce qui m'intéresse bien aussi, c'est que Albert Pell donne tous les signes de la mythomanie, c'est-à-dire qu'il ne cesse de répéter qu'il est un peu médecin sans être médecin, qu'il est un peu chimiste sans être chimiste, et il dit « je suis un homme de science », alors qu'en vérité, la seule chose dont on soit certain, c'est qu'il soit horloger. Oui, tout à fait, parce qu'il avait suivi des études dans sa jeunesse, et au moment de la réquisition, on trouve des papiers en tête, des cartes de visite, on apprend qu'il aurait été répétiteur de mathématiques à la Sorbonne, ou encore professeur au lycée Saint-Louis. Bon, tout ça, évidemment, ce sont donc des inventions, mais il s'en sort par une pirouette en disant que il n'y avait pas de malice de sa part, c'était simplement pour lui faire de la réclame. Et donc du coup, évidemment, là, la justice reste un petit peu pantoise comme ça, ne sachant pas trop quoi dire. Et en même temps, c'est pas forcément frappant au moment du procès, mais on le voit dans la presse. On construit, si je puis dire, à partir d'Albert Pell, un autre type de criminel qui n'est pas simplement donc un mythomane ou un affabulateur. On en vient à lancer un mot, on dit c'est peut-être un jettatore. Puisque là, c'est un juriste italien de la fin du XVIIIe siècle qui l'avait mis en avant. Et puis, du côté franco-français... Mais c'est quoi, ça veut dire quoi, ça, jettatore? Jettatore, c'est celui qui a le mauvais œil. Et Alexandre Dumas en parle dans un de ses romans qui s'appelle Le Corricolo. Et dans le livre, il y a un personnage qui regarde tout simplement donc un rossignol, et le rossignol cesse de vivre, passe de vie à trépas. Ah oui, donc on lui donne une puissance magique. Voilà. Et donc du coup, c'est une façon aussi de le dédouaner en disant que tous les malheureux qui l'ont côtoyé ont, si je puis dire, été victimes de malheurs, mais c'est pas forcément une intention délibérée, c'est tout simplement parce que Albert Pell, c'est le mauvais œil, il faut absolument pas le fréquenter. Vous voyez, c'est assez habile. Ça colle donc à la culture de l'époque, ça, l'idée qu'il y a des forces magiques qui jouent sur les gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même si effectivement, comme vous l'avez évoqué, au moment du premier procès et du réquisitoire, il y a 4 heures d'intervention, donc tous les éléments sont listés. Et puis lors du second procès, c'est un avocat général qui est sollicité, qui s'appelait Quesnay de Beaurepaire, et qui était considéré par ses contemporains comme étant quasiment donc le seul parquetier donc capable de faire preuve d'un vrai talent oratoire. Et donc là, évidemment, Albert Pell se trouve dans une très mauvaise position.
Bon, moi, je ne crois pas aux forces de l'esprit. Je crois que c'était un psychopathe. Ce qui est frappant, tout de même, c'est qu'il a absolument zéro empathie pour cette Élise Baumer, qui laisse quand même mourir à petit feu. C'est-à-dire qu'elle a mal au ventre, elle a mal au ventre, elle a mal au ventre. Hop, et on retrouve ses cendres dans le tiroir, quoi. Oui, non, mais alors là, vous avez tout à fait raison, parce que les témoignages d'une autre victime, voilà, c'est une maison qui avait été donc louée, et on trouve des traces de sang tout autour, et puis donc la propriétaire lui demande mais que s'est-il passé, comment expliquer à ce moment-là donc l'ensemble de ces marques, de ces traces, et donc là, effectivement, Albert Pell fait preuve d'un sang-froid absolument extraordinaire, et les contemporains, pour désigner ce type de comportement, avaient inventé une expression, ils parlaient de monstre froid. Monstre froid, c'est le criminel qui agit par intérêt et puis qui n'éprouve aucune empathie pour ses victimes, qui peut laisser agoniser comme ça pendant plusieurs jours. Lui, son mobile, c'est l'argent et rien que l'argent. Il n'y a pas de cruauté pour la cruauté. Non, on peut pas dire que c'est un sadique. Hein. C'est pas la cruauté pour la cruauté. C'est vraiment, il est mu par l'appât du gain et l'argent. Quand sa mère décède, il dit tout simplement bon, c'est fait. Voilà, il n'y a pas de trace d'émotion. Et lui-même dit à plusieurs reprises aux policiers ou aux juges d'instruction, je suis d'une nature peu impressionnable. Voilà, c'est son argument pour la défense. Et donc là, effectivement, il laisse pas effleurer, si je puis dire, la moindre émotion. Vous ne savez pas ce qu'est devenu le fourneau d'Albert Pell, parce que Laurent Ruquier a la cuisinière de Landru, et moi je veux le fourneau d'Albert Pell. Non, là, je suis désolé, là. Bon. Alors, moi, je m'intéresse aussi à la question des sources dans cette affaire. Je vais être très franc avec vous. Moi, je raconte cette histoire à partir d'un magazine qui s'appelle Crime et Châtiment, qui est pour nous une sorte de mine d'or, qui a été rendu public par la Bibliothèque nationale de France, qui les a numérisés et les rendus accessibles sur Internet. Mais nous n'avons trouvé strictement aucun autre document que ça. Alors, il faut que vous me disiez deux choses. D'abord, quelle est la valeur de Crime et Châtiment en termes de véracité? Moi, j'entends avec mes oreilles averties qu'il y a un petit peu de romance en tout ça. Et est-ce qu'il y a autre chose? Autour de Crime et Châtiment, honnêtement, c'est souvent, en fonction de la manière dont c'est composé, il y a deux parties. Il y a l'enquête qui est davantage romancée, mais par contre, souvent, le compte-rendu donc du procès est assez fidèle. Bon, voilà. Donc, quand on n'a pas autre chose, si je puis dire, ça, on peut l'utiliser, hein, tout à fait. Bon. Et là, la difficulté, évidemment, de cette affaire, c'est que, si j'ai bien suivi, c'est un magistrat à la fin des années 30 qui voulait rédiger un ouvrage sur l'affaire Pell, qui a eu l'autorisation de l'utiliser, de l'emmener avec lui, et le dossier en fait n'a jamais été restitué aux archives. Donc du coup la seule chose qui reste, c'est la presse. Mmh. Alors l'affaire a occupé pendant plus de 10 mois l'ensemble des périodiques, des quotidiens, des hebdomadaires. Alors, la presse évidemment c'est toujours un miroir déformant, mais pour restituer cette affaire qui a vraiment, si je puis dire, hanté l'imaginaire de toute la société pendant cette année-là, c'est la seule chose dont on dispose. Monsieur Chauveau, vous savez, on dit à quoi servent les chercheurs au CNRS? Ben moi, j'ai une réponse aujourd'hui. Ils servent à nous permettre de commenter et d'expliquer ces choses-là. Et Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Un grand merci, former des successeurs, que cette science ne s'arrête jamais. Merci à vous. À bientôt. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.